Bonsoir tout le monde. Nous sommes ce soir le 17 mars 2021. Je fais cette vidéo pour expliquer un certain nombre de points concernant la situation en République populaire de Chine dans sa relation avec les États-Unis et à l'occasion certains rapports qui peuvent être faits avec la situation du Québec. Alors, le premier point que je voudrais faire concerne l'attribution de pays communistes que l'on fait à la Chine. J'aimerais que l'on se pose la question à savoir qu'est-ce que le communisme et jusqu'à quel point la Chine est-elle communiste. Il faut d'abord mentionner, on va partir par le début. Le début, ce serait de définir un petit peu c'est quoi le communisme. Sans rentrer dans la théorie ou dans la doctrine communiste en profondeur, c'est pas le sujet ici, mais il faudrait tout de même qu'on s'entende un petit peu sur la définition du terme. Quand on parle de communiste, on parle d'une doctrine politique, économique, assez large, dans le fond, d'une idéologie ou d'une façon de voir les rapports sociaux à l'intérieur des sociétés occidentales comme étant un rapport conflictuel entre la classe bourgeoise capitaliste et ce qu'on appelle le prolétariat, c'est-à-dire la majorité de la population active qui, au 19e siècle ou à la fin du 19e siècle, quand Karl Marx écrivait ses thèses sur le communisme, était majoritairement ou en grande partie composé d'ouvriers qui participaient à la révolution industrielle. Alors, ce rapport conflictuel devait, selon Marx, conduire à un renversement de la situation où les capitalistes perdraient le pouvoir et seraient remplacés par la classe opprimée, qui était la classe qui souffrait, on va dire, de l'exploitation capitaliste dans les usines, dans les mines, un peu partout finalement. Alors, selon cette doctrine, le dit prolétariat devait prendre le pouvoir de manière révolutionnaire, c'est-à-dire sans exclure la prise du pouvoir par la violence, pour renverser l'ordre capitaliste et installer à la place un ordre dans lequel les moyens de production, c'est-à-dire les usines et tout ce qui servait de moyens de production, devaient revenir finalement à la propriété collective de ceux qui travaillent, c'est-à-dire les ouvriers devaient devenir les maîtres de ces instruments de création de richesse. Alors, naturellement, comme l'exploitation de la classe ouvrière était une réalité objective, c'est certain que cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup d'intellectuels de l'époque qui ont voulu donner suite à ça et former des mouvements qui permettraient d'atteindre ces objectifs-là. L'objectif était d'établir une dictature du prolétariat en opposition à la dictature bourgeoise, de manière à donner le pouvoir à la classe ouvrière et à conduire à une société communiste. La société communiste étant une société sans classe, c'est-à-dire une société dans laquelle il n'existerait plus de contradiction entre les possédants et ceux qui doivent vendre leur force de travail pour exister. Donc, c'était quand même une belle utopie, mais l'histoire a montré que c'est resté une utopie. Parce que la façon dont la société évolue, c'est pas à partir de principes ou de doctrines, mais c'est à partir de contradictions vivantes et d'une dynamique interne aux sociétés. Mais néanmoins, l'idée du communisme a fait son chemin et s'est installé au pouvoir en Union soviétique et pour créer l'Union soviétique. Et c'est probablement le seul endroit dans le monde où l'idée de Karl Marx a été mise en application de manière
on ne peut pas dire intégral, mais qu'on a essayé on a essayé de le faire avec toutes les imperfections que cela devait comporter. Et puis, donc, c'est sûr que l'idée que le socialisme devait conduire à un idéal communiste, à une société sans classe, à une société libre de conflits de classe, n'a jamais existé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la propriété des moyens de production par les ouvriers, ou ce qu'on disait les ouvriers, en réalité, toutes les classes dépossédées, devaient quand même déléguer le pouvoir à d'autres personnes, devaient déléguer le pouvoir à leurs représentants, ce qu'on appelle leurs représentants, mais ces représentants-là ont vite constitué une classe en elle-même, c'est-à-dire une intelligentsia socialiste, une intelligentsia, une bureaucratie, finalement, une classe nouvelle de bureaucrates qui gérait le pays en fonction prétendument des intérêts des exploités, mais qui finalement a conduit à l'exercice du pouvoir en fonction de leurs propres intérêts. Alors donc, c'est en gros, je ferme un peu cette définition-là pour qu'on puisse se situer par rapport à qu'est-ce qu'est le communisme. Le communisme, il y a du communisme ou il y a du socialisme qui mène au communisme s'il y a la dictature du prolétariat et s'il y a la propriété collective des moyens de production. Maintenant, on va passer à la Chine, puis on va essayer de se demander si la Chine est communiste, elle l'a déjà été, ou elle pourrait l'être, ou jusqu'à quel point elle l'est aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la Chine, on va d'abord rappeler que... on va d'abord dire que le Parti communiste chinois a été formé au mois de juillet 1921. Ça va faire 100 ans cette année, par une cinquantaine de professeurs et d'étudiants de certaines provinces de Chine. Et ça a été fondé à Shanghai, dans la concession française de Shanghai. Et le Parti communiste n'a pas eu une grande importance pendant plusieurs années, mais à un moment donné, son importance a commencé à apparaître lorsque le Japon, en 1931, a envahi la Mandchourie et a commencé à s'emparer de certaines parties du territoire chinois. Alors, le Parti communiste a été immédiatement très actif dans cette opposition-là à l'envahisseur japonais pour essayer de les expulser du pays et de retrouver l'indépendance nationale et la souveraineté territoriale de la Chine. Alors, c'est là que le Parti communiste a réellement pris son envol. Dans cette période, le Parti communiste s'est allié avec le parti qui avait fait la révolution républicaine en Chine, c'est-à-dire le Kuomintang. La Chine est devenue une république en 1911 sous la direction de Sun Yat-sen. Et dans les années 30, celui qui était le successeur de Sun Yat-sen s'appelle Chiang Kai-shek. Et c'est lui qui va s'opposer à Mao Tse-tung pendant quelques décennies, jusqu'à ce qu'en 1949, à la victoire du Parti communiste de Mao Tse-tung, il soit obligé de se replier dans l'île qu'on appelait Formose à l'époque et qu'on appelle aujourd'hui Taïwan. Le Parti communiste chinois a joué un grand rôle pour expulser les envahisseurs chinois à partir des années 1937. Et dans cette période-là, la rivalité ou l'opposition armée entre les deux forces politiques intérieures de la Chine, celle du Kuomintang et celle du Parti communiste chinois, se sont estompées.
il y a eu comme une alliance qui s'est faite pour chasser l'envahisseur comme étant la priorité nationale qui s'imposait. En 1945, la guerre s'est terminée quand les États-Unis ont bombardé le Japon et ont envoyé des premières armes nucléaires sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Alors la guerre s'est terminée, les Japonais sont partis, mais là, la guerre civile a repris. Et puis, au moment où la guerre civile a repris, on était vers la fin de la guerre 39-45, les États-Unis avaient déjà commencé à soutenir le Kuomintang par des armes et par différents types d'appuis dans le but de chasser l'ennemi commun qui était l'ennemi japonais à l'époque, autant pour les États-Unis que pour la Chine du Kuomintang et également, naturellement, pour le Parti communiste chinois qui combattait le même ennemi. À cette période-là, quand les États-Unis se sont aperçus qu'il y avait véritablement une présence d'opposition aux Japonais en 1900, bon, avant 1944, mais en 1944, les États-Unis ont mandaté une commission diplomatique qui avait pour mission de se rendre au quartier général du Parti communiste chinois, de l'armée de libération de Chine, finalement, l'armée nationale de libération, qui s'était retranchée dans le Yunnan, et dans une province chinoise difficile d'accès, où est-ce qu'il y avait des grottes, où est-ce qu'on pouvait se protéger naturellement contre des bombardements aériens, des choses comme ça. Et c'est à cet endroit-là que la mission qui s'appelait la mission Dixie, qui était dirigée par un Américain du nom de John Stewart Service. Alors, son nom c'est Service. Alors, je vais l'appeler Monsieur Service. Alors, Service s'est rendu à Yunnan et après avoir pris contact naturellement avec les autorités du Parti communiste chinois, qui, dans la région où ils étaient retranchés, avaient déjà, sous leur autorité administrative, une population qui, au départ, en 1935, à la fin de la Grande Marche, pouvait représenter peut-être 1 500 000 personnes, mais qui, en 1944, en représentait déjà beaucoup plus. Les observations qui ont été faites par M. Service sont très intéressantes et démontrent que Mao Tse-tung, qui était devenu le chef incontesté du Parti communiste chinois à partir des années 34-35, à l'occasion de ce qu'on appelle la Longue Marche, c'est-à-dire que les troupes du Parti communiste chinois se sont déplacées sur une distance de 10-12 000 km à l'intérieur de la Chine avant de trouver un endroit où est-ce qu'ils pouvaient se retrancher de manière sécuritaire et réorganiser leurs efforts de guerre, autant d'abord contre Chiang Kai-shek et ensuite, naturellement, contre l'envahisseur japonais. Alors, quand M. Service est arrivé là-bas, il a examiné la situation. Il a passé pas mal de temps là-bas, puis il était accompagné de certaines autorités, de certains membres du corps diplomatique et militaire américain. Et puis, ce qui a été son rapport à M. Service, ça a été de dire: dans la sphère politique, toute orientation que les communistes chinois ont pu avoir vers l'Union soviétique semble être chose du passé. Les communistes ont travaillé à élaborer une pensée et un programme qui soient chinois et réalistes.
et ils appliquent des politiques démocratiques dont ils s'attendent que les États-Unis les approuvent et les soutiennent de façon sympathique. Dans la sphère économique, les communistes chinois recherchent le développement et l'industrialisation rapide de la Chine afin de pouvoir en premier lieu élever le niveau économique du peuple. Ils reconnaissent que dans les conditions actuelles en Chine, ceci doit être accompli par le biais du capitalisme, accompagné d'aides étrangères sur une vaste échelle. Ils croient que les États-Unis, plutôt que l'Union soviétique, seront le seul pays capable d'accorder de l'aide économique et ils se rendent compte du point de vue de l'efficacité et pour attirer les investissements américains qu'il sera sage d'accorder beaucoup de liberté de participation aux Américains. On est en 1944. La conclusion que les dirigeants communistes sont continuellement en train de formuler eux-mêmes est la suivante. L'amitié et le soutien américains sont plus importants pour les Chinois que ceux des Russes. Les communistes croient aussi, évidemment, à la nécessité d'établir des relations étroites et amicales avec l'Union soviétique, mais ils insistent sur le fait que cela ne devrait comporter aucun conflit d'intérêts entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette évidente orientation prononcée des communistes chinois vers les États-Unis peut apparaître quelque peu contraire à ce à quoi on s'attendrait en général. On pourrait être prêt à accentuer un peu trop le nom de communiste que s'est donné le parti. À part ce que nous pouvons appeler les considérations pratiques à l'effet que les États-Unis deviendront la puissance la plus importante dans la région du Pacifique et à l'effet que l'Amérique constitue le meilleur pays qui puisse offrir de l'aide économique à la Chine, cette orientation est aussi basée sur la conviction profonde des communistes selon laquelle la Chine ne peut rester divisée. Je crois que les communistes chinois sont à l'heure actuelle sincères lorsqu'ils cherchent à établir l'unité chinoise sur la base du soutien américain. Ceci n'exclut pas la possibilité qu'ils retournent vers la Russie soviétique s'ils sont forcés de le faire afin de survivre aux attaques du Kuomintang soutenues par les États-Unis. Autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que la Chine de Mao, qui n'a pas encore pris le pouvoir, le prendra complètement vers la fin de 1949, au début des années 50, réclame l'aide des États-Unis ex aequo avec le Kuomintang pour faire un compromis éventuellement. Et la Chine communiste, finalement, préfère l'investissement dans la situation chinoise et dans la Chine pour industrialiser rapidement la Chine, préfère les Américains que les Russes. Monsieur Service va présenter son rapport et son rapport était visionnaire et était réaliste et comprenait la situation dans laquelle le Parti communiste chinois se trouvait en 1944, 4-5 ans avant d'avoir remporté la victoire finale. Mais c'est une occasion qui a été ratée tout simplement parce que du côté du département d'État américain, on était déjà dans une logique de guerre froide et que le mot communiste était, par sa prononciation elle-même, un repoussoir à tout compromis ou à toute façon d'envisager une collaboration. Alors, la perche tendue par Mao Tse-tung n'a pas été prise par les États-Unis. Et entre 1944 et la prise du pouvoir complète, naturellement, la situation, les esprits, les mentalités au sein du Parti communiste chinois ont eu le temps d'évoluer. Et quand la fin de la Révolution est arrivée, l'allié naturel pour les Chinois ne pouvait être autre que l'Union soviétique de Staline.
bien que les affinités du Parti communiste chinois avec la Russie soviétique avaient, avaient éprouvé dans le passé certaines difficultés. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la relation entre l'Union soviétique et le Parti communiste chinois n'a pas été une relation d'amitié harmonieuse tout le temps, loin de là. Et ça date d'avant le Parti communiste chinois d'ailleurs, dans le sens que il existe une certaine méfiance ou une certaine méfiance qui, selon les circonstances, peut s'atténuer ou s'accentuer. Et si bien que la relation qui s'est établie entre la Chine communiste de 1949 et l'Union soviétique a duré un certain nombre d'années. Mais à la mort de Staline en 1953, Nikita Khrouchtchev a pris le pouvoir et très rapidement s'est présenté aux Nations Unies, pas longtemps après, puis a rencontré le président des États-Unis, Eisenhower. Et à cette occasion-là, il a un peu changé la ligne, non seulement la ligne du Parti communiste de l'Union soviétique, mais également la ligne du mouvement communiste international, parce que traditionnellement, depuis Lénine, depuis la Révolution d'octobre, la Russie était le chef de file du mouvement communiste international qui, par définition, est un mouvement internationaliste et non pas nationaliste. C'était déjà une différence dans le sens que la Chine est très nationaliste et l'internationalisme, oui, ils ont eu des moments de, de forte, de forte propension à l'internationalisme, mais ça a été pour de courtes périodes, une courte période et peut-être un peu surfait. Pour la Chine, qui, rappelons-le, se définit comme l'empire du milieu et pas nécessairement l'empire qui a une vocation planétaire comme d'autres pays peuvent penser l'avoir. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Chine, la Chine des relations s'enveniment entre la Russie et la Chine. Et puis, finalement, il y a une scission entre les deux qui apparaît de prime abord sur des bases idéologiques, dans le sens que la Chine reproche à l'Union soviétique d'avoir trahi la doctrine, l'orthodoxie marxiste et l'accuse finalement de révisionnisme. Et c'est le contentieux qui les divise de manière apparente. Mais la réalité des faits derrière, c'est que l'Union soviétique et la Chine ont des conflits frontaliers, économiques, culturels, civilisationnels. En fait, ils accumulent un peu les désaccords. Ils avaient accumulé déjà des désaccords et dans bien des cas, ce sont des désaccords historiques. Alors, alors pour la Chine, après la mort de Staline, on croyait que
le remplacement de Staline en tant qu'autorité du mouvement communiste international devait revenir au Parti communiste chinois et visiblement c'était Mao Tse-tung qui devait être à la tête. Mais finalement, l'Union soviétique a continué à se considérer comme le chef de file du mouvement communiste international et a tassé la Chine. Alors, ça n'a pas fait. La Chine a pris ça, s'est sentie offensée de ce manque de considération, qui s'est rajouté après que Khrouchtchev est allé parler aux Nations Unies, a rencontré Eisenhower et a décrété que la nouvelle politique du mouvement communiste international et de l'Union soviétique, c'était la coexistence pacifique entre les deux blocs. La Chine n'avait pas été consultée à ce sujet-là. Et à la suite de ça, l'Union soviétique est revenue sur sa promesse de fournir de l'aide à la Chine pour que la Chine soit en mesure de réaliser ou de se doter d'une arme nucléaire chinoise. Alors, l'Union soviétique est revenue sur sa promesse à cet égard-là, ce qui a doublement froissé les autorités chinoises. Alors, la Chine s'est engagée dans une campagne de propagande internationale anti-Union soviétique, avec de plus en plus de textes qui étaient distribués un petit peu partout à travers le monde pour dénoncer le révisionnisme soviétique et se proposer elle-même finalement comme une rivale de l'Union soviétique comme dirigeant du mouvement communiste international. Et effectivement, on a vu apparaître dans tous les pays du monde où il y avait des partis communistes alignés sur Moscou. On a vu apparaître avec le petit livre rouge de Mao Tse-tung des partis communistes maoïstes d'obédience chinoise, si on veut, qui faisaient concurrence aux partis communistes traditionnels qui avaient été fondés dans les années 20 ou dans les années qui ont suivi la Révolution d'octobre en 1917 et qui étaient des partis vieillissants. Alors, la bisbille a pris au sein du mouvement communiste international entre la Russie et la Chine. La Chine se présentant comme la gardienne à ce moment-là de l'orthodoxie communiste, ce qui est quand même assez particulier. Alors, tout ça, cette position-là de la Chine qui était un petit peu artificielle sur le plan idéologique, mais qui s'explique mieux sur le plan géopolitique et sur le plan historique,